Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette troisième rencontre de l'Armitière. Ce soir, en compagnie de Valérie Perrin, qui nous fait l'honneur d'être là pour son roman 3, que vous pouvez trouver à la librairie L'Armitière au rayon littérature au rez-de-chaussée, ainsi que sur notre site internet www.armitière.com. Avant de donner la parole à Valérie Perrin et à Hélène Boyer-Dieu qui animera cette rencontre, quelques petits rappels sur le déroulé de celle-ci. Donc un échange va avoir lieu entre Valérie Perrin et Hélène, et puis un temps de discussion, d'échange, de questions de votre part aura lieu en fin de rencontre. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser vos questions à l'écrit. Via l'onglet de discussion avec la petite icône bulle en bas de votre fenêtre. Et si vous êtes plus à l'aise à l'oral, de prendre la parole avec le micro, on le réactivera évidemment. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, désactivez votre caméra. La vidéo est enregistrée. Elle sera diffusée dès lundi sur nos réseaux sociaux, page Facebook et YouTube. Je laisse la parole à Hélène et à Valérie Perrin et je vous souhaite une excellente rencontre. Merci à vous. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être en notre compagnie pour cette troisième, sûrement pas un hasard, troisième rencontre virtuelle organisée par l'Armitière, une rencontre événement par la présence de notre prestigieuse invitée. Elle a été photographe, scénariste. Elle s'est imposée en quelques livres en romancière talentueuse, majestueuse, et je pèse mes mots. Baptiste Liger, directeur de la rédaction du magazine Lire, dressant son portrait dans le dernier numéro, dit d'elle, je cite, « C'est une championne. Qui peut se targuer d'être montée sur le podium, non seulement dans l'Hexagone, mais hors de nos frontières. Ils ne sont pas si nombreux les auteurs français contemporains à remporter un succès ne serait-ce que d'estime dans les pays non francophones. Mais de là à relever du phénomène des librairies, fin de citation, comme il a raison. Pour preuve, les précédents romans de notre auteur, Les oubliés du dimanche, Échanger l'eau des fleurs, ont connu des succès mondiaux, totalisant plus de 2 millions d'exemplaires, traduits dans une trentaine de pays. En 2018, elle a obtenu le prix des maisons de la presse et le prix des libraires aux livres de poche. En 2019, le prix des lecteurs. Bonsoir, chère Valérie Perrin. Merci infiniment du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à la fois un grand bonheur et un honneur de partager ce moment à vos côtés. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci infiniment. Alors, nous allons échanger autour de votre tout nouveau roman intitulé « 3 », publié aux éditions Albin Michel. Je remercie au passage Stéphanie Nioche et Rémi Verne pour leur confiance renouvelée. 3 est bien sûr disponible sur nos tables à la librairie ou sur notre site www.armitière.com. Alors, tenez-vous bien, chères lectrices, chers lecteurs, car ce soir, je ne vais pas vous emmener à Canary Bay. Je ne vais pas vous y emmener. Je ne vais pas vous présenter Salammbô ou Monte Cristo, vous embarquer dans un train sauvage. Peut-être partirons-nous à l'assaut des ombres, laissés derrière eux par nos personnages. Peut-être croiserons-nous des hors-la-loi sans les reconnaître. Peut-être côtoierons-nous le troisième sexe. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est vous laisser guider. J'ai envie de vous dire, on se prend la main. On se prend la main. Allez, viens là, viens avec moi. Allons voir ces trois-là.
Alors, ce sont 3 enfants qui grandissent en province, à la Commelle. Nous sommes en 1986. Adrien, Étienne, Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit. Quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 30 ans plus tard, nous sommes en 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et qui sépare. Et croyez-moi, ce roman-là, vous le dévorerez comme je l'ai fait en 3 nuits par semaine. Alors, ma première question, Valérie Perrin, va peut-être vous sembler élémentaire, basique, mais face à ce livre aussi prenant et addictif, cette histoire si attachante sous forme à la fois de polar et de fresque générationnelle, sur 30 ans, j'ai envie de connaître l'origine de cette Indo, toujours clin d'œil à Indochine, Indo, incontournable nouvelle œuvre divine. Quelle est la matrice de ce roman? Quel a été le moteur qui vous a engagé dans ce nouveau projet littéraire? Quel a été votre dessein et votre ligne directrice? Dites-nous, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je vais vous dire, je le remercie à la fin du roman parce que c'est Oui, c'est en lisant Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson que j'ai eu un véritable choc et je me suis dit, mais c'est exactement de cela dont je veux parler. Donc, je l'ai déjà dit, je le redirai. Je pense que nous portons des histoires en nous et on ne le sait pas. Et en lisant cette histoire-là, celle de Philippe et d'un quelqu'un qui retrouve et en fait qui retrouve pas vraiment, peu importe, ça a été un révélateur et j'ai eu très très envie de parler de l'enfance, mais extrêmement fort, et je ne savais pas que j'avais ça en moi, de l'adolescence, de la rencontre, de l'amitié fusionnelle, effectivement, et puis de savoir qu'est-ce qu'on fait de cela, à combien de temps on trimballe notre propre adolescence en nous, même quand on a 40 ans. Et je voulais aussi que ça se passe sur une durée de 30 ans, parce que je trouve que 40 ans, c'est l'âge des bilans, et mes 2 garçons et ma fille sont nés en 1976 et dans le présent, nous sommes en 2017. J'avais besoin qu'ils aient 40 ans, 41 ans. Et dès le départ, on le sait, on ne peut pas comprendre pourquoi ces 3-là ne se voient plus, ne se parlent plus, alors qu'ils ont été comme frères et sœurs, qu'ils ont grandi ensemble. C'est pas n'importe quand, du CM2 jusqu'à la terminale, jusqu'au bac et même après. Et pourquoi un groupe peut exploser? C'est aussi un roman sur les choix. Bref, le révélateur, en tout cas, c'est Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Alors, se déroule sous nos yeux, sur une trentaine d'années, hein, on l'a dit, de 86 à 2017, l'histoire de notre trio, si singulier et si attachant. Il est composé de Nina Beau, d'Étienne Beaulieu et d'Adrien Bobin. Nous reviendrons plus tard sur ces noms de famille qui font écho à d'autres personnages. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous présentiez plus en détail nos 3B. Qui sont-ils? Il y a Nina, petite fille élevée par son grand-père, un facteur, qui a été abandonnée par sa maman quand elle était toute petite, tout bébé, donc qui a été élevée par ce grand-père aimant et très, très attachant. Ensuite, nous avons Étienne, qui lui est au milieu, grand frère. Il arrive lui au milieu, il a une petite sœur Louise, qui est aussi très importante dans ce roman, une petite Louise. Et Étienne, c'est le beau gamin, c'est le beau garçon. Il est très très beau, Étienne, physiquement. Il est plutôt fort en tout
et il a un petit peu un poil dans la main, il est un peu fainéant, Étienne, il se laisse porter par la vie, il a une sorte de nonchalance. Et puis on a notre petit Adrien qui lui est un garçon très très discret, très timide, qui dit jamais rien, qui écoute plutôt, qui est toujours en retrait, qui est toujours en observation. Et puis on a le trait d'union, et ce trait d'union, c'est Nina. C'est le jour de l'appel en CM2. Il y a une institutrice et un instituteur qui les appellent dans une cours d'école, et ils ont plutôt tous envie d'aller vers l'institutrice parce que l'instituteur a depuis des générations une très mauvaise réputation, et ils se retrouvent tous les trois devant l'instituteur, et c'est Nina qui prend la main d'Étienne et d'Adrien. Elle va être le trait d'union effectivement entre ces deux garçons-là. Adrien le dit, jamais Étienne ne m'aurait parlé si Étienne ne nous avait pas nous fait nous rencontrer. Après, ils deviendront amis sans Nina, mais en tout cas, au début, c'est vraiment le trait d'union, et ce pendant des années. Et puis à partir de ce moment-là, ils vont plus se quitter. Alors, ce sont des personnages aux profils très différents, oui, aux origines sociales également très différents, aux structures familiales aussi très singulières. Était-ce là une volonté de votre part d'élargir le spectre, d'offrir au lecteur une plus grande amplitude? On est forcément l'un des trois, ou un peu de chacun des trois, et c'est frappant cette proximité, par là même cette identification possible. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'Adrien, je ne l'ai pas précisé, est élevé par sa maman, lui. Il a un père complètement absent qui passe, on va dire, 2 fois par an pour faire un état des lieux, voir si tout va bien, mais qui n'arrive pas à exprimer son amour pour cet enfant qu'il a eu hors mariage, parce que c'est un homme qui est marié ailleurs, et ce depuis longtemps. Nina qui est élevée par son grand-père, et puis on a Étienne qu'on sent que c'est l'enfant gâté de sa maman, c'est le fils à sa maman, mais qu'il a un vrai problème de rapport affectif avec son papa. Il ne se sent pas aimé par rapport à sa petite sœur et par rapport à son grand frère, moins admiré. C'est aussi une vraie douleur. Et oui, j'ai toujours exploré la monoparentalité, puisque je fais juste un petit retour en arrière. Justine, ma petite aide-soignante, a été élevée par ses grands-parents, parce que ses parents se sont tués quand elle était petite dans Les Oubliés du dimanche, mon premier roman. Et Violette, elle est née sous X dans Changer l'eau des fleurs. Oui, ça m'intéresse toujours de développer cela. J'aime beaucoup les enfants qui poussent tout seuls aussi, parce que je trouve que c'est très romanesque. Ça me fait penser aux mauvaises herbes, que je trouve absolument belles, mais qui poussent toujours dans les fissures. Et ça me plaît énormément, oui. Alors peut-être via le trio, il y a une volonté, Valérie Perrin, aussi d'abolir tout système, d'affranchir limites, règles établies, pour rendre hommage à leur union qui n'a que faire justement de ces dernières, de tout ce qui est établi par le système. Oui, 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 on n'en a que faire. On grandit quand même et on s'en sort quand même. Alors, rentrée, donc vous en parliez, au CM2 en 86, Étienne, Nina et Adrien se retrouvent tous les trois parachutés dans la classe du terrible instituteur Monsieur Pi. Ça ne s'invente pas. Non, Nina saisit la main des deux garçons. Cela a la valeur symbolique d'un pacte. Leur alliance est scellée. C'est 3 ou rien. Oui, c'est ça. À partir de ce jour-là. Oui. D'ailleurs, en grandissant, quand ils vont commencer, parce que j'ai beaucoup exploré ça aussi, les premières fêtes, les premières booms, les premières soirées chez les copains, quand on est plus grand, quand on invite à Nina, on invite Étienne et Adrien. Quand on invite à Étienne, on invite Nina et Adrien. On n'invite pas Adrien seul, parce qu'il est plus timide, encore que ça plaît à certaines filles, tout ça. Mais c'est vrai que on sait, on les invite les trois, ou on les invite pas du tout. Hein. Petit passage, si ça ne vous embête pas. Bien sûr, avec plaisir. C'est ainsi que Nina Beau, Étienne Beaulieu et Adrien Bobin sont réunis un 3 septembre 1986. Comme les deux garçons semblent tétanisés, Nina leur attrape la main, les entraîne dans le rang devant Monsieur Pi. Étienne se laisse guider. Se laisser prendre la main par une fille, c'est la honte, mais il ne réalise pas. C'est la double sentence. Il vient de perdre son copain, Aurélien Bisset, et il est chez Pi. À l'école Pasteur, du CP au CM1, tous les élèves voient cette dernière ligne droite avant le collège comme une épreuve. Tapi, la vache, c'est l'enfer chez lui.
mais aussi un petit peu plus loin. Ils passaient tout leur temps libre ensemble, récréation et cantine comprises. Ils riaient des mêmes choses. Prendre l'annuaire téléphonique, tourner les pages au hasard, composer un numéro et faire des réservations en travestissant leur voix. Regarder Magnum et Fame, portes et volets clos en gobant des bonbons, jouer au mastermind et à la bataille navale, lire ensemble un Tintin ou l'almanach de l'étrange, allongé sur le lit de Nina. « Fini !» disaient Adrien et Étienne à l'unisson. Alors, et seulement quand les deux garçons avaient parlé, Nina tournait la page. Ils adoraient se faire peur, se raconter des histoires, poser des boules puantes dans les allées des supermarchés, s'enregistrer pendant des heures sur la radiocassette, jouer aux animateurs radio et se réécouter en pouffant bêtement. Étienne était le leader, Nina le cœur et Adrien suivait sans jamais broncher. Le rituel était aussi rythmé par les crises d'asthme de Nina. Tous trois étaient suspendus à ces bronches capricieuses. Certaines crises pouvaient durer des heures entières malgré la ventoline. Durant les plus aigus, Nina préférait rester seule avec son souffle déglingué. Adrien et Étienne rentraient chez eux, chacun de leur côté. Adrien pour lire ou repenser à ce qu'il s'était dit. Étienne pour faire du skate ou regarder la fin de Récré à deux à la télé avec Louise, sa petite sœur. C'est Nina qui était leur trait d'union. Sans elle, Adrien et Étienne ne se voyaient pas. Ils étaient trois ou rien. Ce qui soude Étienne, Adrien et Nina, c'est un lien solide, fusionnel, une profonde amitié, autre forme de l'amour. Ne peut-on dire, Valérie Perrin, que Troie est avant tout un roman sur ce lien et son évolution? Dites-nous, s'il vous plaît. En fait, déjà, je pense que l'amitié et l'amour, c'est exactement le même sentiment. D'abord, je pense que les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Ça, c'est une certitude. Voilà, on a la famille, et puis après, on se choisit sa propre famille. Et ça, c'est ça, avoir un ami ou une amie. Je pense que l'amitié et l'amour, effectivement, sont extrêmement proches. Je pense que il y a des coups de foudre amicaux et qu'on peut effectivement, tout comme une histoire d'amour, vivre une longue histoire d'amour ou une courte histoire d'amour, mais que c'est tout aussi intense. Et dans ce cas, en plus, comme on en parlait précédemment, c'est des enfants qui sont extrêmement sensibles pour des raisons différentes par rapport à leur propre histoire familiale et que du coup, ils se choisissent cette famille-là, ils se reconnaissent l'un dans l'autre en tout cas. Et évolution, forcément, il y a, car si nous faisons leur connaissance au CM2, hein, ils ont alors 10 ans, ils vont grandir, et nous cheminons avec eux, de l'enfance, qui rime avec insouciance, et ça fait du bien hein, pour les lecteurs, ça fait du bien. à l'adolescence, cette période-ci atypique de transformation, d'évolution des caractères, mais aussi et surtout du corps. Le thème du corps, est très présent des corps, du corps, des corps, est très présent dans le roman. C'était une composante, une veine qu'il vous importait d'investir? Oui, bien sûr, parce que j'adore tout ce qui est sensoriel, j'adore ressentir, moi, avant de l'écrire. Donc, j'avais vraiment, je pense que qu'est-ce qui définit l'adolescence, c'est aussi le corps qui change. C'est une histoire d'hormones, mais c'est aussi physiquement, on se transforme. C'est une transformation physique, physiologique, psychologique qui m'intéressait beaucoup. Et elle était fondamentale. Et elle, comment vous dire, et les oiseaux que je vois voler à l'extérieur, ça m'a attirée. Oui, bien sûr, la conjugalité est très importante. La première fois qu'on fait l'amour, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille, quel âge, comment ça s'est passé,
Et ça, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de développer ça. Les questions aussi. Je me suis rendu compte que les questions existentielles de l'adolescence étaient exactement les mêmes à toutes les époques. Et les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, c'est les 3-4 mêmes questions qu'on se pose toujours. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que mes parents m'aiment? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir l'embrasser? Qu'est-ce que ça va faire quand je vais la toucher, le toucher? Qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va se retrouver tous les deux? Ce sont les mêmes questions. Et là, je suis vraiment restée voilà, dans ce qui était très ancré en nous. Et j'avais très, très envie de parler de ça, hein. La première gorgée d'alcool, la première fois qu'on essaye de plaire, les corps qui dansent, etc. Les premières règles. Les premières règles, très importantes aussi, bien sûr. Très important. Et puis, les conséquences, pourquoi et comment on grandit avec tout ça. Parce que tout ça, on va le découvrir petit à petit. On n'en a pas encore parlé, mais à travers la bouche d'une 4e personne, qui est Virginie, et qui semble connaître intimement ces 3-là, mais ne pas faire partie de ce groupe-là. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le roman. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Et c'est par elle, en fait, que l'on va suivre ce cheminement aussi. Mais on ne peut pas trop en dire. Hein. On ne peut pas trop en dire. Alors, cette évolution à laquelle nous assistons est rendue possible par une dominante flagrante, un personnage à part entière, c'est le temps. Le temps qui construit, qui déconstruit aussi, qui structure même le roman par un mouvement de balance entre passé, le passé c'est réminiscence, et le présent, ce qui contribue grandement à intensifier le suspense par rapport à l'intrigue et à la résolution de l'énigme. Je vous rappelle qu'au départ, enfin non, pas au départ, en 2017, on retrouve une voiture au fond d'un lac. C'est le fil rouge qui nous happe jusqu'au terme du roman. Le temps, Valérie Perrin, c'est une mécanique infernale qui impacte l'existence de chacun. Un sacré ressort romanesque également, non? Complètement. Ça, là, on est tous concernés, là. On ne peut pas l'arrêter. Hein. Voilà, on le voit bien à travers nos enfants qui grandissent, ceux qu'on aime qui vieillissent. Ça, c'est la vie. Hein. Ça fait partie de la vie et évidemment, c'est très présent chez moi. Je ne suis pas sûre que ce soit si présent dans Changer l'eau des fleurs. Ça l'est déjà vraiment dans Les Oublis du dimanche, puisque c'est un roman intergénérationnel entre une jeune aide-soignante et une dame qui est en fin de vie et une jeune fille qui est au début de sa vie. Bien sûr que le temps, si on le ressent, je pense aussi dans Changer l'eau des fleurs, il y a toujours quelque chose chez moi, je pense, dans mes romans. Je n'en ai écrit que 3, mais il y a quelque chose d'urgent à vivre maintenant, de ne pas faire de projet et de vivre ici, maintenant, et de plus en plus. Et alors avec le Covid, Dieu sait qu'alors là, ça nous a mis une sacrée claque et une sacrée leçon. C'est ici, maintenant, tout de suite. On arrête de faire des petites économies. On vit maintenant, en fait. Et c'est vrai que ça se ressent. On ne peut pas tellement se projeter non plus. Oui, ça ne sert à rien. C'est maintenant, tout de suite. La preuve. Et prendre le temps aussi, prendre le temps. C'est maintenant, mais en même temps, prendre le temps. Arrêter de courir, ça ne sert à rien. De toute façon, on ne peut pas courir bien loin. On ne peut pas courir bien loin en ce moment. Ça nous a stoppés. Ça nous a figés. Oui. Un temps qui est jalonné, Valérie Perrin, par un autre facteur très important qui ponctue tout le roman, c'est la musique. Ah oui. C'est un vrai voyage musical que l'on parcourt au fil des pages et quel bonheur cette immersion, qui plus est, quand on a le même âge que les personnages. Playlist, merci beaucoup, que l'on retrouve à la toute fin du roman. La musique tient une place fondamentale dans votre vie, fondamentale. Dans votre création aussi. C'est même pas une question de je pourrais pas vivre sans musique, c'est vraiment ce serait inimaginable pour moi. J'ai toujours écouté énormément de musique depuis toujours, depuis que je suis petite. Elle est vraiment présente dans ma vie tous les jours et je pense qu'elle fait partie de la vie de tout le monde. Et en fait, c'est vrai qu'elle marque un temps. Elle est exactement comme un parfum. Voilà. On croise quelqu'un dans la rue et qu'on sent le parfum de quelqu'un, on peut se rappeler tout de suite un endroit ou quelqu'un ou un lieu, une personne très précise. Je pense que quand on écoute ces morceaux-là, c'est les années 80, 90, 2000, jusqu'à nos jours, tous les grands tubes de ces époques-là, à travers beaucoup de pop rock aussi, mais aussi de chansons françaises et anglo-saxonnes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait exactement où on était à ce moment-là, quand on écoute un vieux morceau de AA, d'Indochine, d'Inexcess, peu importe.
plus récents, plus anciens. C'est un bain de La jouvence BO de aussi, nos hein. vies, en fait, la bande originale de notre vie. Oui, exactement, Exactement. c'est ça, oui. D'ailleurs, Valérie Perrin, comme une mise en abîme de mise en abîme, elle est double, cette mise en abîme. Oui. Nina, Adrien, Étienne Oui. forment un groupe, n'est-ce pas? Absolument. Racontez-nous. Qui s'appelle 3. Qui s'appelle 3. Adrien et Nina veulent écrire des paroles. Étienne cherche les mélodies. Ils créent un petit groupe au collège. On va les voir. Et puis, ils ont ce rêve en commun. Partir avec cette idée de créer ce groupe qui s'appellera 3, faire de la musique à Paris et finir sur la scène de l'Olympia. C'est leur rêve à tous les 3. Et 3, le titre du roman, qui est donc le titre d'un album d'Indochine. Indochine, où il y a Troisième Sexe, c'est un des albums les plus... Tous ces petits titres que j'ai cités tout à l'heure. Oui, tout à fait, absolument. Les yeux noirs aussi. Les yeux noirs de Nina. Oui, les yeux noirs de Nina, exactement. Étienne et Adrien, derrière leur clavier, Nina au micro. Nous étions tous en 3e. Ils avaient organisé un concert dans la cour du Vieux Colombier, sous le préau. Je vois encore la banderole, les lettres 3, joliment dessinées sur un tissu blanc par Nina. 3, c'était le nom du groupe qu'ils avaient fondé, un hommage à l'album 3 du groupe Indochine, dont ce jour-là, Nina a interprété Tes yeux noirs, Canary Bay, Troisième Sexe, 3 nuits par semaine. Elle a enchaîné avec des chansons originales écrites par Adrien et elle sur des musiques qu'Étienne avait composées. Des paroles un peu bizarres, des mélodies surannées, mais Nina avait une belle voix. J'adorais l'écouter. Les autres arts ne sont pas en reste, Valérie Perrin, dans le roman. La littérature et le théâtre, ils sont également présents. Oui. En la personne l'incarnant avec succès, oui. C'est Adrien. Oui. Adrien et son départ à Paris et ce qu'il va faire après. Ce clin d'œil, là aussi, était important. Alors, pour moi, c'était très important. C'est la première fois que dans un de mes romans, je sors de la Bourgogne et de Marseille, parce que j'arrive toujours il y a toujours des parenthèses du Sud ou de l'Italie ou de la Méditerranée, en tout cas dans mes 3 romans. Et c'est la première fois que je voulais développer cette violence qu'il y a à quitter sa province, à débarquer à Paris, ne connaître personne, être loin des siens, dans des chambres de bonne qui font 9 mètres carrés, et puis surtout manger du béton, comme le dit Adrien, prendre le RER, prendre le métro, cet anonymat qui est d'une violence absolue. J'ai perdu Hélène. Non, je suis là. Okay. Je vois une dame, une jolie dame. Je sais qui est apparue. Voilà. Coucou, jolie dame. C'est Anne. Et donc, je voulais vraiment parler de cela. Effectivement, je pense que ça aussi, ça nous est très proche à tous. On l'a vécu, ce départ, de toute façon, quel qu'il soit, même si ce n'est pas pour Paris. On a vécu ce départ pour la grande ville où on se retrouve loin des siens. On a des vies relativement privilégiées quand on est en province. Être jeune en province, c'est facile. C'est violent de débarquer à Paris, j'en suis sûre. Oui. Quelles que soient nos origines, oui. Quand on vient de sa C'est intéressant, après je ne peux pas trop le dire, mais ce qu'Adrien va faire de ses origines, à un moment, mais je ne peux pas trop en dire, mais on peut... ouais, je ne dirai rien. Adrien s'appelle Adrien Bobin. Comme Christian Bobin. Ceci est un indice. Absolument. Alors, l'on peut découvrir dans 3 toute une galerie de personnages dont vous ferez, lecteur, la connaissance avec une grande appétence tant ils sont attachants, singuliers, marquants. Mais d'autres acteurs y jouent un rôle tout aussi important, un rôle immense, ce sont les animaux. Refuge au sens absolu, ils sont refuge pour nos personnages, un refuge aussi est présent dans le roman, que Nina d'ailleurs, vous le verrez, tiendra, ce fameux refuge. Je crois savoir, Valérie Perrin, que les animaux tiennent une grande place dans votre existence, que vous êtes très attaché à la cause animale. C'était primordial leur présence dans le livre pour vous, racontez-nous s'il vous plaît. C'était primordial parce qu'effectivement, je suis marraine
du refuge dans la petite ville de Bourgogne où j'ai grandi, qui s'appelle Guignon. C'est la présidente qui m'a appelée, qui est devenue la présidente depuis de ce refuge, qui m'a appelée il y a 3-4 ans pour me proposer d'être la marraine. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui immédiatement. Et j'avais, comme Nina, très très peur j'avais jamais mis les pieds dans un refuge alors que j'adore les animaux, mais en fait c'est ce que j'explique dans le roman. Les gens qui adorent les animaux ont très très peur de rentrer dans une SPA ou dans un refuge. Ils ont peur de cette violence, de ces regards, et de se dire je ne peux pas choisir entre tel ou tel regard, ça n'est pas possible, c'est inhumain. Et du coup, avec ce que j'ai observé en allant dans ce refuge, effectivement, il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui recueillent, et puis il y a ce microcosme aussi de qui travaille dans ce refuge. Quels sont les profils de personnes qui travaillent là, qui donnent de leurs heures, qui sont ou bénévoles, ou payés, bien évidemment salariés, et jeunes et plus âgés, des gens qui sont en retraite. Il y a les hommes qui sont fondamentaux. Moi, je parle de ce que je connais. Hein. Je parle toujours de ce que je connais. Dans mon refuge, il y a 2 hommes qui ont tout retapé de leurs propres mains, qui sont hyper bricoleurs. Il y a les jeunes filles qui viennent caresser les chats. Il y a les promeneurs qui sont extraordinaires, parce que tous les matins, on sort les animaux et on les promène. Et puis, je remercie la Fondation Bardot à la fin, parce que ça, on ne le sait pas toujours, mais la Fondation Bardot donne de l'argent à tous ces petits refuges pour leur permettre d'améliorer les infrastructures. Et nous, notamment, on a créé 4 grands parcs pour que les animaux puissent un peu courir le matin en liberté, quelques heures dans la journée. Et donc, j'ai interviewé, je fais toujours un gros travail de journaliste, c'est vrai, avant d'écrire. J'ai beaucoup interrogé Maude, qui est la directrice de ce refuge, qui est une jeune femme très belle. Comme Nina, elle a un peu le même ADN, le même ADN et de son quotidien. Et puis après, je garde ce que j'ai envie de garder. Et puis après, il y a du roman. Je mélange, j'ai toujours fait ça. Je mélange ma fiction avec toujours un peu de vérité. Alors, au fil de ces quelques 600 pages, plus de 600 pages, nous suivons avec passion les destins des personnages qui sont soumis aux aléas de la vie. Rien n'est jamais figé, il y a toujours des surprises, des accidents, des rebondissements, c'est le fameux fatum. C'était important pour vous, Valérie Perrin, de montrer la vie telle qu'elle est, brute, avec surtout un grand souci d'authenticité, d'empathie. Cela fait partie de vos lignes directrices? Oui, si je ne ressens pas, si je ne ressens plus, je n'écrirai plus. Il faut d'abord que je ressente et que ça passe par moi, que ces émotions-là passent par moi. Je refuse de tricher, je refuse de trouver le bon mot pour décrocher la timbale du prix littéraire. Ce que je veux absolument, moi, quand j'écris, c'est ressentir exactement ce que mes personnages doivent ressentir à ce moment-là. Et la vie n'est pas toujours drôle. La vie, elle nous fait pleurer chaque jour, elle nous fait rire chaque jour, elle nous fait réfléchir, elle nous apprend, elle nous surprend. Et je veux qu'on ressente tout ça à travers mes personnages. Sinon, aucun intérêt. Moi, je crois que j'écris des romans que je voudrais lire. Et c'est pour moi, c'est très important d'être attaché à mes personnages, de les aimer comme je les aime. Sinon, je ferai un autre métier. Donc oui, ça fait partie du processus, en tout cas, d'écriture et de création. Et ça marche très bien, puisque ces personnages, on les aime et vraiment, on est triste de les quitter. Hein. J'ai remarqué beaucoup dans les retours de lecteurs que mes personnages font partie de leur famille. Ils m'en parlent comme s'ils faisaient partie de leur famille. Et ça me bouleverse à chaque fois. Que ce soit Violette, que ce soit les 3, là, c'est fou. C'est absolument fou. Et même Justine et Hélène, il y avait quelque chose de... Ils m'en parlent comme si c'était un cousin, un frère, une sœur. Voilà. C'est magnifique. Alors, n'est-ce pas là également une façon de rendre hommage à la vie, à ses ressorts? On peut aimer, se désaimer, se perdre de vue, se retrouver ou pas. Et là, il en est question aussi dans le roman, hein, se retrouver ou pas, s'éloigner. S'abandonner dans le bon sens du terme, laisser faire ou abandonner, laisser tomber. C'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Rattraper la vie, rattraper le train, être surpris, effectivement, quand on s'y attend pas, quoi. C'est ce qui fait aussi la beauté de la vie et la vie est précieuse. Et changer de vie aussi comme de parfum. Oui, absolument, exactement. Oui, exactement. Changer de vie comme de parfum, oui. J'arrive.
Pierre s'est demandé si la vie avait un juste prix et si la vie des uns avait le même prix que la vie des autres. Celle de gens qu'on ne connaissait pas, celle de sa femme, partie si jeune, et celle de sa fille, Marion, où était-elle? Pour lui, la vie la plus précieuse, c'était celle de Nina. Elle valait toutes les autres réunies. Ça, c'est le grand-père de Nina là, qui s'interroge. On va vers les gens pour ce qu'ils dégagent, est-il dit un peu plus loin dans le roman. N'y a-t-il pas aussi chez vous une volonté farouche, profonde, sincère, avec humilité, de rendre hommage également aux gens tout simplement tels qu'ils sont, sans phare et quels qu'ils soient? Bien sûr, bien sûr. C'est une certitude. Et puis surtout, il y a chez moi une recherche de vérité et de non-vérité, à savoir que il y a les apparences, ce qu'on laisse à voir aux autres, et puis il y a tout ce qu'on peut cacher. Et ça, on est tous propriétaires, entre guillemets, de secrets, de choses qu'on a envie de révéler et de choses qu'on n'a pas envie de révéler, évidemment. Et c'est ce qui me plaît le plus. Et puis, étant absolument passionnée par les faits divers, je pense aussi que j'adore ce moment où tout être humain peut à un moment donné dans sa vie basculer. Et j'aime ça aussi. Pourquoi? Parce qu'à un moment on bascule, on change. Nous-mêmes ne nous connaissons pas vraiment parce qu'on peut être surpris par des réactions qu'on peut avoir chaque jour. Donc, autant vous dire que les autres ne vous connaissent pas vraiment, jamais. Et ça m'intéresse toujours, ça revient, c'est assez récurrent dans mes 3 romans en tout cas. C'est qu'est-ce qui se cache derrière les apparences. Ça me fascine complètement. Et puis là, on a un gros nœud avec cette histoire au départ de voiture qui est retrouvée au fond du lac, qui va être, comme je disais, le fil rouge. Et forcément, on ne peut pas en dire tellement plus. Mais il y a une vraie facette polar aussi dans le roman. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, l'on ressent, et c'est la force aussi du roman, mais que de force, j'ai envie de dire, l'on ressent tout du long, justement, ce qui le rend encore plus émouvant, un immense respect conjugué à une grande affection mêlée de pudeur, de délicatesse, on pense à Fuenquinos, d'indulgence, de compréhension pour les êtres humains, pour la nature humaine, beaucoup de bienveillance, parce que, quelles que soient les bévues commises, les fausses routes, les trahisons parfois, les non-dits, les silences qui finalement distants, et bien justement, c'est ça l'humain. Et précisément tout cela qui rend beau et touchant les parcours de vie, tout cela sans aucun jugement et sans aucun manichéisme. Est-ce votre sentiment, moi c'est ce que j'ai ressenti en tant que lectrice, est-ce que c'est ce qui vous anime profondément? Le non-jugement. Le non-jugement, l'absence de manichéisme et puis l'hommage rendu. Je n'ai pas jugé mes personnages en fait. Forcément, je suis en empathie avec eux, mais quels que soient leurs faits et gestes et leurs décisions prises, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour constater, comme si je voyais, je racontais leurs histoires, mais je ne suis pas là pour dire c'est bien ce qu'il fait ou c'est pas bien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère me mettre à la place des gens. Et on est tous pareils, on a tous fait des choses bien et des choses pas bien. C'est aussi simple que ça. La vie est aussi simple que ça. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Personne n'est parfait. Et ce sont les failles qui sont belles. Et ce sont de ces failles dont je veux parler. Au fond, Valérie Perrin, nous sommes faits de peut-être. N'est-ce pas là une force bien plus qu'une faiblesse? Peut-être, oui. Absolument. Le fait d'être fait de peut-être est une force, ça c'est sûr. Tous les gens qui ont des certitudes me font très, très, très peur. Je pense à ça quand, en fait,
quand Nina repense au titre du roman de Faizagen, Un homme, ça ne pleure pas. Oui. Voilà, où elle parle de cela, en fait, sur le fait qu'on ne soit, on n'est que des peut-être. Exactement. Alors attention, derrière vos écrans, chers lecteurs, ça va être à vous bientôt de poser des questions, donc préparez-les. Cela va être à vous en indiquant hein, dans la barre sur le côté d'échange votre nom, votre prénom et j'ai une question. Voici la mienne, la dernière, mais j'en aurai d'autres. Hein, je vais vous lire quelque chose. Extrait de ce livre. Alors voilà, Baptiste Beaulieu, j'adore. Le bien et le mal sont des notions toutes relatives. La première chose que j'ai apprise avec ce métier, donc il est médecin, Baptiste Beaulieu, hein, beaucoup le connaissent, la première chose que j'ai apprise avec ce métier, c'est que nous ne savons jamais pourquoi les gens sont ce qu'ils sont. On croit les connaître, on les range dans une catégorie, sale con d'un côté, bonne personne de l'autre, chef gueulard versus Fabienne dans le livre, mais c'est plus compliqué, car la vie s'en mêle. Nous ne sommes jamais le fruit du hasard. Personne ne choisit sciemment d'être un salaud. La vie, parfois impitoyable, égratigne notre humanité. La compréhension, l'échange, le regard porté ne sont-ils pas essentiels, Valérie Perrin? Tout est dit, hein, dans les mots de Baptiste, là, vraiment, tout est dit. Je peux rien ajouter, c'est magnifique. C'est exactement ce que ça fait complètement écho à ce que je vous disais précédemment. Totalement. On range les gens dans des cases. On signale que Étienne s'appelle donc Étienne Beaulieu. Étienne Beaulieu, oui. Bel hommage là encore. Oui. Alors, c'est votre tour, chers amis, de poser vos questions. On en avait reçu déjà tout à l'heure par mail, donc je vais peut-être commencer par là, pendant que vous continuez à m'envoyer... Oui, là je vois, il y en a, il y en a. Alors, question de Madame Rouillard-Jocelyne, qui vous demande, il y a 3 questions en fait. Avez-vous été une petite fille qui aimait lire? À quel moment de votre vie avez-vous ressenti l'envie d'écrire? Et les histoires superbes, c'est la 3e question, les histoires superbes que vous nous contez sont-elles inspirées de faits vécus? Alors, est-ce que j'ai été une enfant qui aimait lire? Oui, mais je pense que c'est arrivé plus tard, plus sur l'adolescence, je crois, de mémoire. Sur l'adolescence, c'était scolaire, mais oui, j'aimais lire. Je me souviens même plus de la 2e question. Là, à quel moment de votre vie avez-vous ressenti l'envie d'écrire? Oui, alors en fait, j'ai beaucoup écrit tout le temps, mais j'avais une vie de... D'abord, je suis arrivée à Paris, j'avais rien, donc il fallait aller au travail tous les matins, gagner sa vie, je ne me suis même pas posé la question. Après, j'ai eu une vie de jeune adulte où j'étais maman, je me suis occupée beaucoup de mes enfants et en même temps, on leur lisait beaucoup d'histoires, il y avait toujours beaucoup de livres à la maison. Et j'ai porté très longtemps Les Oubliés du dimanche, mais je dirais que je l'ai même porté une 15aine d'années. Et puis à un moment donné dans ma vie, parce que c'est des occasions, c'est des couloirs de chance, j'ai eu 6 mois devant moi où je pouvais me permettre d'arrêter tout à fait cessante de travailler. Je venais de finir d'écrire un scénario qui m'avait pris 2 années de ma vie. J'étais salariée d'une boîte de production. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir écrire et j'ai pu finir Les Oubliés du dimanche. Mais c'est vraiment une histoire que j'ai portée très longtemps et qui pour moi était fondamentale. Il était fondamental d'écrire cette histoire. Je l'ai terminée en l'espace de 6 mois alors que je l'avais portée pendant 15 ans. Je l'ai envoyée chez Albin Michel et le miracle a eu lieu. Mon premier roman a été
édité. Enfin, j'ai tout de suite été signée, comme on dit. Et donc, c'est arrivé très vite. Mais en même temps, j'avais quand même 48 ans quand j'ai édité mon premier livre. Donc, vous voyez, ça, c'est presque une vie, quoi. C'est presque une vie. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai répondu autre? Et est-ce que j'ai dit tout à l'heure, mes inspirations me viennent de la réalité et de la fiction. C'est vraiment un mélange, c'est vraiment un 50-50 avec mes propres souvenirs, les souvenirs des autres. J'interroge, je regarde, j'observe. Je suis effectivement une grande lectrice. Et voilà, tout ça, ça fait que j'ai pas commencé à écrire à 22 ans. Hein. J'avais l'expérience d'une vie derrière moi avant d'écrire et une vie d'observation et de travail aussi. Il y a un témoignage que j'ai envie de vous lire de Frecon à tout le monde. En refermant Troyes, j'ai recherché un de mes amis d'enfance qui avait beaucoup compté. C'était une évidence, on s'est retrouvés grâce à Troyes. On déborde d'émotions tous depuis. Merci Valérie de tout cœur. Je trouve ça très beau. Magnifique, magnifique, merci. Alors, j'adore. J'ai vu une autre question. Il y a Laurent qui a une question. Où il est, Laurent? On vous écoute, Laurent. Ben, il est en train de nous faire un signe, mais il n'a pas son micro ouvert. Laurent, je le vois là-haut, il parle dans le vide. En fait. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, Laurent, oui, vous bonjour entend. Valérie. Bonjour, Laurent. Déjà, je voudrais vous remercier pour vos 3 livres. Merci. Moi, j'ai 40 ans, chaque personnage m'a permis de me rappeler un moment de ma vie avec les chansons et tout ça. Et je me disais, d'où vient cette source d'inspiration pour qu'avec si peu de détails, parfois, on arrive à se plonger dans chaque personnage et s'y reconnaître dedans. C'est magique et c'est perturbant, je trouve, mais dans le bon sens. Je pense que, alors d'abord, il y a quand même, il faut le dire, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas encore évoqué depuis le début de cette rencontre, il y a énormément de travail. Moi, il me faut beaucoup de temps. Et le temps, pour le coup, dans l'écriture, c'est vraiment de l'argent. Il faut vraiment prendre le temps, beaucoup réfléchir, bien déterminer les personnages. Vous, Laurent, vous l'avez lu, mais il y a un moment donné où Étienne et Adrien se retrouvent dans une brasserie à Paris. Et oui, ce moment-là, il était déjà écrit dans mes cahiers d'écriture parce que je savais que ça allait être un moment pivot dans le roman. J'avais la fin. J'avais déjà la fin pour les 3 personnages. Et après, pour aller chercher dans mes propres... J'ai vraiment mélangé mes propres souvenirs d'enfant. Tout ce qui touche à l'enfance est très proche de ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé. Ce qui arrive avec Pi, à Adrien, c'est arrivé à un de mes proches qui me l'a raconté pour différentes raisons, mais c'était le même acharnement, le même harcèlement. Après, j'ai interrogé les ados de ma famille, j'ai une grande famille recomposée, donc je leur ai posé des questions et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les questions que se posaient les ados étaient les mêmes. Et puis après, il y a la vie, parce que ce n'est pas un roman sur l'enfance ni l'adolescence, c'est vraiment un roman sur nos vies. Et donc, il y a toute la vie d'adulte, ce que va vivre Nina, ce que va vivre Étienne, ce que va vivre Adrien, leur choix, leur mariage, leur non-mariage, les échecs, etc. Et ça, ce sont des observations, des choses ou qu'on m'a racontées, ou des choses que j'ai vécues. J'écoute beaucoup, enfin, on se confie à moi. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas 22 ans, quoi. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. Donc, vous imaginez bien qu'à 54 ans, j'en ai rencontré des gens. Puis, je suis bien entourée, j'ai beaucoup d'amis, j'ai toujours été très curieuse, je pose beaucoup de questions. Mon compagnon dit toujours que je suis une concierge parce que j'adore qu'on m'abreuve de questions. Je demande toujours aux gens comment ils se sont rencontrés, par exemple, ça me fascine. Donc, je pense que tout ça, je me nourris de tout ça. Et après, je le ressors en travaillant, quand même, ne jamais oublier ça. Moi, je suis ressortie de 3 absolument laminés. Ça fait 1 an que j'ai fini de l'écrire, je n'ai pas réécrit depuis. Parce que ça m'a vidée. Donc, ça veut dire que je suis allée chercher très, très loin. Très, très fort. C'est horrible vos romans. Parce Comment? qu'on a envie de les finir. C'est horrible vos romans, on a envie de les finir, mais en même temps, on n'a jamais envie de les finir. Je sais. On veut les économiser, mais on n'arrive pas à les économiser. Je sais, tout le monde me dit c'est ça. très, très dur. Je sais, et alors sur 3, c'est terrible pour les gens. Ils me disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est incroyable. Hein. C'est ça. Je suis d'accord. Merci pour vos réponses. Merci Laurent. Merci. Vous habitez où, Laurent? Vous êtes où? Vous êtes à Rouen? Pas du tout. Ah, tu l'as coupé. Attendez, je suis sur Chartres. Chartres, d'accord.
Ok. Ouais, bah, regarde, si vous faites une sorte de dédicace un jour sur Chartres, Ouais, je suis preneur. Chartres, il y a un marraine qui vit à Chartres. On ne sait jamais. Ah, bah, super. Ouais. Ouais. Surtout, j'ai une amie à moi qui vous a vu à Paris dernièrement, que Ben oui, j'embrasse, c'est elle qui m'a j'ai fait fait une découvrir. signature aux Abbesses. Ouais, J'ai réussi à ouais, faire une signature aux Abbesses. Normalement, je devrais pouvoir. J'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé ce soir, mais normalement, je devrais pouvoir partir un petit peu dans le sud-ouest, après dans le sud-est, après un peu en Bretagne, et puis après, je vais faire un peu la Normandie aussi. C'est J'imagine nous. qu'il y aura d'autres signatures à Paris. Et puis, je ne sais pas si les salons du livre vont être. C'est pas évident, ça, par contre. À On mon croise avis, les doigts. chez les libraires, ça va aller. Mais pas les salons du livre, ça va être compliqué. Même en plein air, ça va être D'accord. un petit peu compliqué. À bientôt, Laurent. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Alors, attention, j'ai une question d'Ingrid Mabil. Donc, Ingrid qui dit « Merci, Madame Perrin, pour ce roman qui est une vraie merveille. Bien que vos 3 romans soient des odes à la vie, au carpe diem, la mort y est toujours présente. Elle rôde et chamboule les existences. Vous en avez peur ?» demande-t-elle. Est-ce que j'ai peur de la mort? Alors, j'ai pas peur de la mort, mais je suis terrorisée par l'idée d'être physiquement séparée de ceux que j'aime. Ça me terrorise complètement, de ne plus pouvoir les toucher. Alors, je suis quasiment sûre, je crois beaucoup en l'âme, je suis très croyante, donc je suis comme une sorte de certitude qu'on n'est pas loin quand on est parti, qu'on ne se voit plus physiquement, qu'on ne se touche plus, qu'on ne se respecte plus, mais que la présence n'est jamais loin et peut réapparaître sous d'autres formes. Et ça, je l'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans Changer l'eau des fleurs. Mais ce qui me terrorise, c'est l'idée de les abandonner quelque part, de partir, de les laisser seuls, encore qu'ils vont tous bien savoir se débrouiller, personne n'est indispensable, mais c'est plus le côté de les toucher, de les caresser, de les embrasser, c'est ça qui me terrorise dans la mort, c'est qu'on est séparés physiquement. Mais sinon, la mort fait complètement partie de la vie et hélas, elle rôde effectivement, on n'y pense pas sinon on deviendrait fou, mais elle rôde et elle peut bouleverser nos existences. Alors, autre question d'Anne-Élie. Anne-Élie, pas de catégorie, mais lignée d'amour, d'Hôtel, Bobin, Mankel, Anne-Mézel, je connais pas là. Est-ce un choix éclairé de bienveillance? J'ai pas du tout compris cette question. Et j'étais en en fait, train de... pas moi très non plus, finalement. Pas de catégorie, mais lignée d'amour. D'Hôtel, Bobin, je pense que c'est les références d'Hôtel, Bobin, Mankel, énigme Mankel. Est-ce un choix éclairé de bienveillance? Les références littéraires, Christian Bobin, oui, c'est la bienveillance. Il y a Baptiste Beaulieu, c'est Étienne Beaulieu. Il y a un Romain Grimaldi, c'est un clin d'œil à Virginie. Il y a un clin d'œil à FH Désérable, c'est aussi une sublime personne qui est l'éditeur et c'est un auteur. Oui, ça, ce ne sont que des gens que je... Alors, je ne connais pas Christian Bobin, hélas. Je n'ai jamais eu le privilège de le rencontrer. Et c'est marrant parce qu'il vit au Creusot, en Saône-et-Loire. Mes parents sont à 30 km de chez Christian Bobin. Je ne suis jamais allée. D'ailleurs, il faudrait que je lui envoie mon roman. Si je mets Christian Bobin, le Creusot, je suis sûre que ça arrivera vers lui. Vous faites bien de m'en parler. Après, Virginie Grimaldi, je l'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une femme délicieuse, merveilleuse. Baptiste Beaulieu, je l'aime d'amour, il le sait. Moi aussi. Et puis FH Désérable, c'est un ami et une des plus belles personnes que j'ai rencontrées. Donc oui, j'ai envie de faire hommage bien sûr à tous ces gens parce que c'est ça que je voulais vous dire par rapport à la question précédente, à la terreur de partir. C'est que moi, je sais que la vie peut être très compliquée, très douloureuse, très dure, mais c'est que je l'aime sacrément et que ça fait très très peur de la quitter, de ne plus voir le ciel, les oiseaux, la nature, tout ce que j'aime, tout ce que je trouve très très beau. Moi, je suis en émerveillement permanent de ce que peut nous offrir la nature et ce monde. Et je suis désespérée qu'on n'en prenne pas soin et qu'on n'en ait pas conscience. Désespérée. Hein. Je me dis, mais bon nom de Dieu, regardez autour de vous comme c'est beau. Et même s'il y a des endroits qui sont beaucoup moins beaux que d'autres, et même s'il y a des régions du monde où c'est bien moins beau, c'est beaucoup plus compliqué, je n'en reste pas moins amoureuse de la vie. Et c'est en ça qu'on a peur aussi de la mort. Alors, Donna nous dit, lorsque vous commencez à écrire un roman, en connaissez-vous déjà le déroulement chronologique et la fin, ou bien est-ce que les personnages vous rendent le roman tellement vivant que ce sont eux qui vous guident? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, j'ai toujours la fin. Sur mes 3 romans, je savais la fin. Donc, je sais toujours où je vais.
En revanche, je ne sais pas par quel chemin je vais y aller. Là, contrairement aux 2 premiers sur 3, il fallait toujours que je sois au plus près de mes 3 personnages. Je ne pouvais pas jamais m'en éloigner bien. Donc c'était ou j'étais avec Nina ou Étienne, ou Virginie ou Adrien. Je pouvais être près de Louise et des parents, on ne l'a pas évoqué, mais aussi les parents qui sont importants, les familles des autres aussi. Mais j'étais obligée de leur coller au train, comme on dit, hein. Je ne pouvais pas les quitter. Donc je ne pouvais pas me permettre un millier de choses. Mais je savais, voilà ce que je vous disais tout à l'heure pour ce que je disais à Laurent, pour cette fameuse scène entre les 2 garçons, là, l'affrontement, ça je l'avais, c'était très précis, la fin je l'avais. Mais par exemple, dans Les Oubliés du dimanche, il y a un corbeau. Il y a un corbeau qui est aussi un fil rouge, un corbeau bienveillant, qui lui appelle les familles qui ont abandonné leurs petits vieux dans les EHPAD, ne viennent plus les voir et qui les appelle en leur mentant pour les forcer à venir. Et l'identité de ce corbeau, on le découvre à la toute fin du roman. Eh bien, l'identité du corbeau a changé en cours d'écriture parce que je me suis vraiment attachée à lui. Et ça, je le dis assez souvent. C'est comme pour changer l'eau des fleurs, il y a tous les gens qui gravitent autour de Violette, entre Sacha, les Fossoyeurs, le curé, c'est vraiment des personnages très attachants auxquels je me suis beaucoup attachée. Philippe Toussaint, qui n'a pas l'air du tout sympathique, mais que j'aime d'amour, parce qu'on découvre plein de choses autour de ce personnage. Ça, je pouvais le bouger, mais c'est vrai que nos personnages, c'est exactement comme nos rencontres, à savoir que dans la vie, on rencontre les gens à égalité, et on s'attache plus à certains qu'à d'autres. Et ben, c'est exactement pareil en littérature. Là, j'avais intérêt à sacrément aimer mes 3 mômes pour les accompagner pendant une grande partie de leur vie. Vous parliez de la famille, pour compléter, vous parliez de la famille à l'instant. On n'avait pas parlé de toutes les familles dans le roman. Oui. Il y a effectivement la famille d'Étienne qui est très présente. Ouais. Et qui va aussi formidable. jouer le rôle de famille pour Nina. En plus, c'est la seule famille sur les 3 où il y a vraiment le papa et la maman. Et c'est vrai que Marie-Laure, la mère d'Étienne, est une femme qui va s'occuper aussi de Nina et d'Adrien, va donner des coups de main. Et c'est vrai qu'on a tous eu les parents, le père ou la mère d'un copain d'enfance qu'on trouvait absolument adorable, absolument génial, chez qui on allait. Et c'était très important pour moi de développer cette partie-là aussi, absolument. Quels auteurs lisez-vous? Demande Akark. J'en lis plein, vous imaginez, c'est énorme. Je lis beaucoup d'auteurs. En principe, je passe d'un roman plutôt français à un polar, un bon polar américain. Je me dis maintenant, il y a des maîtres du polar en France aussi de plus en plus. Je fais polar-roman, mais ça dépend vraiment. Je lis vraiment tout le monde. Je répète toujours un peu les mêmes auteurs, un peu mes livres préférés, mais je m'en veux après parce que je me dis mais j'ai oublié telle personne. Dans Changer l'eau des fleurs, il y a un roman qui revient tout le temps, c'est L'œuvre de Dieu, la part du diable de John Irving. Effectivement, Faizagen dans 3, mais il y en a d'autres aussi. Il y a eu Maupassant quand j'étais petite, il y a eu Baudelaire. Je parle toujours des Déferlantes de Claudie Gallet qui fait partie je parle de Philippe Besson, Philippe Claudel, David Fuenquinos que j'adore, ceux que j'évoquais tout à l'heure, dont Baptiste Beaulieu. Il y en a plein. Je viens de finir Les choses humaines de Karine Thuil. Je trouve que Karine Thuil, c'est merveilleux. J'avais adoré L'invention de nos vies déjà, L'insouciance. Je trouve que c'est un immense auteur. Enfin, il y en a beaucoup, on a beaucoup de chance, vraiment. Alors, on retourne dans notre roman. Ingrid Mabille qui dit « Et Emmanuel ». Alors, moi, j'en ai pas parlé d'Emmanuel. Emmanuel, c'est aussi un personnage complexe qu'on ne peut que détester. Je sais pas, parce qu'au début, il y a quand même beaucoup d'amour je pense qu'on peut ressentir beaucoup d'amour chez lui. C'est comment lui, il vrille aussi complètement. Hein. Comment il vrille. Les aléas de la vie. C'est terrible. Et lui-même en souffre. Je pense que quand on est heureux, on ne peut pas être pleinement heureux et être et ne pas être, je crois, bienveillant. Et que souvent, les gens qui sont très sombres comme ça sont forcément très malheureux quelque part. Vraiment, ça peut paraître très simpliste, mais c'est un peu ça aussi. Je pense que lui, il est dans une forme de douleur. C'est pas jamais quelqu'un qui On parlait de s'abandonner tout à l'heure, il n'y a rien de mieux que de s'abandonner à la vie, s'abandonner à l'instant présent. Emmanuel était quelqu'un qui contrôle tout et qui ne peut pas s'abandonner. Donc, il y a une forme aussi de douleur. Et en même temps, il s'aime, ces deux-là. Je ne dirais rien de plus au début.
Il y a combien de couples comme ça qui partent en vrille? Il y en a beaucoup. C'est pas isolé le cas d'Emmanuel, hélas. Ces types cinglés qui veulent absolument, qui confondent l'autre. L'autre n'est plus l'autre, mais sa propriété privée. Hein. Et c'est pour eux, la jalousie doit être terrible. C'est quelque chose que je ne ressens pas. Par empathie, j'essaie de ressentir cette jalousie. C'est pas quelque chose que je ressens, mais ça doit être terrible, les gens qui sont jaloux. Ils doivent souffrir le martyre et savoir pourquoi aussi. Il y a aussi la maman d'Emmanuel qui se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce qu'on se trompe pour que nos enfants partent en cacahuète? Voilà. C'est un sacré personnage aussi. Oui. Mais là, on a vraiment, ce que je disais au début, une vraie amplitude, en fait, un éventail extrêmement riche de la nature humaine et de ce que la vie peut faire sur les gens. Voilà, tout simplement. Absolument, absolument. C'est vrai. Hein. Il n'y a plus d'autres questions? Non. Vous êtes sûrs, tous? Alors donc, je vais conclure. Ça fait un petit moment. Changer l'eau des fleurs a été une bouée de sauvetage pour moi. Il m'a permis de croire en la vie et de ne pas être de ceux qui abandonnent, comme l'exprime Nina. Les oubliés du dimanche m'a émerveillée et 3 m'a rassurée et consolée de tellement de peine. Merci pour ces merveilles que vous nous offrez. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est merveilleux, ça me va droit au cœur, c'est magique. Comment s'appelle la personne qui a écrit ça? Non, j'ai loupé. Attends. Léa Chancrin. Ben, merci Léa, je suis bouleversée. C'est vrai que je sais que Violette a consolé bien des gens, les a réconciliés avec la vie. Et aux innocents les mains pleines, vous imaginez bien que quand j'écris des romans, je ne peux pas imaginer l'effet que ça va faire. Et à chaque fois, ça me bouleverse aussi. Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent que je les ai réconciliés avec la lecture, que du coup, ils se sont remis à lire. Et ça me bouleverse encore aussi, toujours. C'est un échange, écrire, c'est un partage avec le lecteur. Vous savez, vous les lecteurs, vous êtes mon grand amour. Et sans vous, je n'écrirais pas. C'est vous qui m'avez poussé à écrire Changer l'eau des fleurs. C'est grâce à vous que j'ai écrit 3. C'est grâce à vous que j'ai continué. Moi, mon objectif dans la vie, c'était d'écrire Les Oubliés du dimanche et puis après de faire autre chose parce que j'ai toujours fait autre chose. J'ai eu 1000 vies et c'est grâce aux lecteurs, c'est eux qui me portent. Et c'est parce que les lecteurs m'écrivaient après Les Oubliés du dimanche, je disais, oh, Valérie, n'arrêtez jamais, continuez, vous nous faites du bien, que j'ai continué et je n'écris pas une ligne sans penser à mon lecteur. Et là, sur 3, j'ai sacrément fait joujou avec eux. Hein. Là, je me suis bien régalée à les perdre, à les comment on dit, je me souviens juste que disait ma grand-mère, tu nous as amenés en bourrique ou quelque chose comme ça. Là, je me suis bien amusée. En bourrique, c'est ça. Alors, il y a Laurent qui veut revenir sur le devant de la scène. Oui. Oui, encore moi. Donc, je me posais une question que peut-être que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez déjà une idée d'un prochain roman ou... Alors, je l'ai complètement dans la tête, celui-là. Il faut juste que je vois ce qui… Tu sais, c'est exactement comme dans la vie, il faut que je l'applique pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais ça se précise de plus en plus. Donc là, je vais commencer bientôt. Oui. Là, je sais que c'est énormément de boulot, mais on est un peu gourmand aussi. Donc, voilà. Bientôt fini 3. Je l'ai fini, mais j'ai recommencé. Donc, en fait, voilà quoi. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup, merci. Alors, il y a José Dito qui dit « J'anime un club de lecture au Québec et notre prochain livre sera 3. » Ah, formidable. J'ai un entretien avec le Québec, je ne sais plus quand. Dans quelques jours, là, oui. Il va sortir au Québec, là. Il y a une sortie imminente de 3 parce que j'ai 2 coups de téléphone, enfin 2 Zooms avec le Québec prochainement. Formidable. J'ai hâte qu'on puisse reprendre l'avion. L'année dernière, Changer l'eau des fleurs est sorti. C'est pas Oui, en 2020, je devais partir en Russie pour présenter, à Moscou pour présenter Changer l'eau des fleurs. Ça, tout a été annulé. Je devais aller aux États-Unis, faire une grande tournée aux États-Unis pour présenter Changer l'eau des fleurs en Amérique. Ça a été annulé. Pareil pour le Canada. Enfin, c'est triste de ne pas pouvoir l'accompagner. Je ne vous parle même pas de l'Italie, où Violette, c'est devenue la Madone en Italie et je ne peux pas y aller. J'ai réussi en octobre à me sauver 2 jours à Rome pour aller rencontrer un peu les journalistes, mais je ne pouvais absolument pas être en contact avec les lecteurs. Et c'est compliqué. Voilà, c'est ce que je vous disais, ce Covid nous a figés.
Bon, mais dans un premier temps, déjà, il y aura le train pour venir à Rouen. Oui, exact. Je suis pas loin en plus. Moi, je suis beaucoup à Deauville, donc je suis vraiment, vous êtes Voilà. vraiment entre les deux, quoi. Bon. Mm. Je relis, non? Je pense que nous arrivons à... Ah, quand en Vendée, demande-t-on? Je sais pas. On ne peut pas savoir, enfin. Pour l'instant, on ne sait Oui, pas. on sait rien du tout. On sait rien On va du être tout. Là, patient, on voudrais sait. qu'on annonce. J'ai pas vu les annonces de Castex, mais je vais voir avec mon équipe, Albin Michel, Stéphanie et Rémi, peut-être faire un petit tableau et commencer à annoncer ce qui devrait être maintenu, à savoir au moins les rencontres en librairie où on peut contrôler les jauges, comme ce que j'ai fait aux Abbesses la semaine dernière déjà. Voilà. À quand, alors Corinne nous demande, à quand une adaptation au cinéma Je sais pas encore. de l'un de vos romans? Il y a beaucoup de propositions, mais rien n'est définitif, rien n'est signé, pas d'engagement pour l'instant. Il y a plein de demandes pour changer l'eau des fleurs. Il commence à y avoir beaucoup de demandes pour 3. Du coup, là, Les Oubliés du dimanche, il sort à Taïwan, il sort un peu partout aussi. Et je sais, pour l'instant, rien n'est signé et pas d'engagement, rien du tout pour l'instant. Ils sont cinématographiques, donc ça viendra. Hein, de toute façon, ça viendra. Sous quelle forme, je n'en sais rien, mais ça viendra. Quand on pourra aller au cinéma aussi. Exactement, ouais, exactement. Il y a beaucoup de films en attente. Là, je crois qu'il y a plus de 450 films qui attendent la sortie salle. Et on a appris un peu à être patient maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelle actrice pour Violette, demande Donna? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Non. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Alors, nous arrivons au terme de cette rencontre. Merci beaucoup, chère Valérie Perrin, d'avoir bien voulu partager ce moment avec nous tous. J'encourage tout le monde à lire votre nouveau roman parce que l'on y est vraiment porté, entraîné avec élan et après la lecture, très reconnaissant pour cette proximité, cette générosité, cette bienveillance, cette authenticité qui transpire à chaque page. Et comme c'est salutaire et heureux de sourire, d'être ému, de frémir. 3 est disponible à la librairie ou sur notre site, on l'a dit. Pour celles et ceux qui le souhaitent, cette rencontre sera rediffusée dès lundi sur notre page Facebook ainsi que sur notre page YouTube. Je vous dis tous à bientôt. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi, je suis née pour n'être qu'avec toi. Ton sang et le mien, on ne fera plus qu'un et nous serions invincibles. Réussir, au moins ça. Merci. Bonsoir à tous. Merci infiniment. J'ai hâte de vous retrouver pour de vrai. Nous aussi. Au revoir Anne, au revoir Hélène, au revoir tout le monde. Lara, Laurent, au revoir. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci Hélène, c'était magnifique. Magnifique rencontre. J'ai hâte de vous retrouver en vrai, dans la vraie vie. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci.